Bonjour à tous, Bonjour. Marion et Laurine. Donc, ce matin, nous allons voir comment créer un processus de recrutement efficace et attractif. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'échecs lors du dépôt de candidature. On perd pas mal de candidats. En plus, on est dans une période un peu compliquée, sans parler de la guerre des talents, où certains métiers se tendent de plus en plus. Et aujourd'hui, si on n'adapte pas son process de candidature, on passe à côté d'un bon nombre de candidats. Donc, on va commencer par faire tout d'abord un état des lieux de la situation, des chiffres assez édifiants. 72% des candidats qui ont eu une mauvaise expérience ont partagé cette expérience négative en ligne ou directement avec quelqu'un. À l'opposé, c'est 60% des employeurs qui ont lu des commentaires négatifs en ligne sur leur processus de recrutement. La preuve que l'expérience candidat aujourd'hui n'est pas forcément au cœur de la stratégie marque employeur et stratégie de recrutement des entreprises, mais elle doit impérativement y être. Donc, un petit topo sur l'expérience candidat. Aujourd'hui, en fait, ça se définit comme la perception qu'a un candidat du processus de recrutement d'une entreprise depuis sa toute première interaction. Donc, le plus souvent, cette première interaction, elle va être digitale. Voilà, on va consulter une offre sur un site d'emploi, sur des réseaux sociaux, etc. Donc, elle commence là. Et ça va jusqu'au recrutement effectif, voire même l'intégration au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, l'expérience candidat, c'est un levier de la marque employeur. C'est la première impression de votre entreprise auprès de vos différents candidats et ne pas y accorder d'importance, c'est se passer de certains d'entre eux. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, Laurine, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société de jugement et une société d'analyse. Et donc, puisqu'on veut donner notre avis sur tout, les candidats donnent leur avis sur leur expérience candidat sur des plateformes dédiées. Alors, vous connaissez TripAdvisor pour la partie resto et hôtel. Il existe la même chose pour les entreprises et on note beaucoup de dirigeants ou de DRH qui ne connaissent pas ces plateformes et qui pourtant sont bien connus des candidats et même des salariés. Alors ces plateformes, elles s'appellent Glassdoor, elles s'appellent Viadeo, elles s'appellent Choose Your Boss. Et déjà, n'hésitez pas à aller voir si il y a des commentaires sur votre entreprise, mais malheureusement sur ces plateformes, comme sur d'autres sites de notation, et les candidats et les salariés qui vont donner leur avis, c'est pas toujours pour dire du bon. Donc, soyons vigilants de plus en plus, en effet, à la manière dont on communique, à la manière dont on s'adresse aux candidats. J'échangeais avec un DRH qui me disait que sur Google, donc quand on tape le nom de son entreprise, vous savez qu'il y a une fiche entreprise à droite avec des étoiles données par Google. Il y a de plus en plus de candidats qui commentent, plus quasiment que de clients du service. Donc, c'est les salariés, les candidats qui vont donner leur avis sur l'entreprise. Alors, soyons vigilants, pensons dans notre manière de nous adresser, de communiquer et d'interagir avec nos candidats, puisqu'aujourd'hui c'est le recrutement qui nous intéresse, que à tout moment, ce qui se passe en externe peut être communiqué et peut faire tache d'huile. Donc aujourd'hui, concrètement, quand on a ces infos-là, comment faire pour avoir un processus de recrutement efficace et attractif? Eh bien, tout J'en d'abord, profite juste, excuse-moi, Laurine, Indeed aussi, puisqu'il y a Nacera qui nous dit Indeed aussi peut être un déversoir de jugement d'entreprise. Donc, en effet, voilà, soyez très vigilants à ce qu'on dit de vous et à ce qu'on peut percevoir. Pardon. Et surtout qu'en plus, Indeed, c'est le premier job board aujourd'hui en France, même mondial. Du coup, avoir une mauvaise notation sur Indeed, forcément, ça va impacter un bon nombre de vos candidats. Aujourd'hui, on le voit en moyenne, Indeed, sur la provenance des candidats chez nos différents clients, ça représente parfois la moitié, voire même plus de sources, de provenance des candidats. Donc, tout d'abord, pour avoir un processus de recrutement efficace et attractif, il faut déjà avoir une bonne image d'entreprise. Donc, avoir une marque employeur forte, ça passe bien sûr par de la communication RH, mais ça commence avec l'expérience candidat.
Voilà, travailler sa marque employeur, c'est pas uniquement faire un super plan de com, des belles vidéos, mettre des paillettes dans les yeux de vos candidats et puis derrière plus rien. C'est beaucoup plus profond que ça. Et cette démarche, ça permet aussi parfois de remettre en question vos processus et notamment votre façon de recruter. Aujourd'hui, 33% des candidats français déclarent qu'ils refuseraient catégoriquement un emploi dans une société qui a une mauvaise réputation, et ce, quel que soit le salaire proposé. Et on le voit encore plus avec les jeunes générations qui font de plus en plus attention aux valeurs d'une entreprise, qui aujourd'hui, en fait, ils rejoignent un projet, des valeurs communes. Et si c'est pas partagé, si on a une mauvaise image, on se passe forcément de candidats. Oui, et puis il est inutile de rappeler que bien sûr que quasiment tous les candidats qui à un moment donné voient une de vos annonces en ligne vont aller se renseigner. Alors on a parlé des plateformes de jugement et de notation, mais on a aussi toute la partie, je vais chercher de l'information sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a des réseaux sociaux, qu'est-ce que j'en perçois, et toute cette partie communication, réseaux sociaux est une clé pour les candidats, puisque ça influe à plus de la moitié leur candidature ou non. C'est-à-dire, je vois une offre, tiens, l'offre semble m'intéresser, mais avant même de finir de la lire, 95% des candidats vont aller chercher de l'info sur l'entreprise, et à partir de ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont percevoir, ce qu'ils vont comprendre, l'attrait que va procurer la communication diffusée, ils postuleront ou non. Donc, bien sûr que l'offre d'emploi, on va en reparler, c'est une clé, c'est une entrée des candidats, mais ce n'est pas tout. Et c'est loin d'être tout aujourd'hui sur des vecteurs de communication de plus en plus multiples. Et donc, par rapport à ça, on a lancé un sondage. Mathilde vous l'a envoyé. Donc, la question qu'on vous pose, c'est vous, avez-vous déjà travaillé sur l'expérience de vos candidats? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui a été mis à l'ordre du jour dans votre processus de recrutement? Est-ce que vous avez déjà travaillé l'expérience candidat? Donc, on vous invite à y répondre. C'est toujours intéressant de voir où vous en êtes par rapport à ces différents sujets. Donc, et on fera un petit topo à la fin quand même pour avoir une vision globale de notre panel de ce mardi matin. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une bonne image d'entreprise, toujours bien sûr orientée expérience candidat? Alors déjà, avoir une bonne image de l'entreprise, c'est important, bien sûr, pour capter des candidats, bien sûr, pour qu'ils postulent. Mais imaginez aussi que les candidats qui voient votre plan de com RH sont aussi potentiellement des clients, puisque 88% des candidats sont susceptibles d'acheter ou de consommer produits ou services s'ils vivent une belle expérience candidat. C'est-à-dire que je postule dans une entreprise qui procure, par exemple, des services immobiliers. Demain, j'ai vécu une belle expérience candidat. J'ai été bien reçue. J'ai vu une vitrine RH qui était attrayante. Demain, je vais être un vecteur favorable pour valoriser l'entreprise et pour fidéliser ce que met en place l'entreprise auprès de ses salariés. Donc, soyez aussi vigilants à vous dire, mes candidats d'aujourd'hui sont mes clients de demain. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout d'abord, on est transparent. En fait, il faut avoir avoir une certaine transparence auprès de ses candidats. Aujourd'hui, ils attendent que l'entreprise, elle soit cohérente, qu'elle soit vraie. En fait, ça sert à rien de faire des super spots de pub RH. Alors, c'est toujours très bien, bien sûr, et si vous en avez les moyens, tant mieux. Mais aujourd'hui, vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est une communication authentique. Ensuite, bien sûr, on a des supports de communication qui vont être adaptés. Donc, adaptés dans le sens où il faut que ce soit cohérent avec votre cible candidat. Si vous recrutez plutôt des candidats de la jeune génération ou plutôt des développeurs, on ne va pas communiquer de la même façon et sur les mêmes réseaux. Voilà, on va varier. Si on recrute plutôt des profils cadres ingénieurs, on ne va pas lancer un plan de com sur Snapchat. L'idée, c'est de s'adapter, d'être cohérent avec sa cible candidat, de façon à ce qu'il puisse trouver les informations au bon endroit.
Voilà, si on recrute beaucoup d'ingénieurs, si on recrute des profils cadres, on va peut-être plus communiquer sur LinkedIn que sur Instagram. OK. Mais si on a tout son plan de com sur Instagram, il y a des chances pour que les candidats ne trouvent pas les bonnes infos sur votre entreprise. Donc, pensez à bien cibler vos supports. Ensuite, il faut bien sûr que votre processus de candidature soit clair, efficace et bien sûr à jour. On ne laisse pas traîner des vieilles annonces qui ont plus de 8 mois et on sait qu'en fait, le poste, il a été pourvu, mais on laisse traîner l'offre parce que ça fait toujours du bien d'avoir un vivier de candidats ou on ne sait jamais. D'accord, mais une offre qui a 8 mois et à laquelle on répond même plus à ces candidats parce qu'on se dit, de toute façon, l'offre, elle traîne depuis un moment, on prend plus le temps de répondre. C'est aussi entacher, du coup, votre processus, l'expérience candidat. Également, il faut que le candidat, ce soit clair pour lui, fluide, qu'il puisse postuler sur une seule et même interface. Si vous avez des offres sur différents job boards, que le candidat peut postuler sur le job board, mais que parallèlement, on communique sur une adresse recrutement et qu'il y en a un petit peu dans tous les sens, c'est pas fluide, c'est pas transparent pour le candidat. Et le risque, en fait, c'est qu'il postule sur les différentes plateformes. Que vous l'ayez et dans Pôle emploi, et dans Indeed, et puis qu'en plus, il vous envoie un mail directement. Donc là, on parle de doublon de candidature, mais ça peut même aller encore plus loin. Et pour lui, c'est pas clair et vous risquez forcément de le perdre. Le troisième point, le quatrième point, ce sont des collaborateurs ambassadeurs. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la parole d'un collaborateur est 3 fois plus crédible aux yeux de vos candidats que celle d'un PDG quand il s'agit de parler des conditions de travail et du bien-être dans l'entreprise. D'ailleurs, ces collaborateurs ambassadeurs, ils peuvent très bien échanger en direct avec vos candidats et pourquoi pas aussi les accompagner dans leur démarche de postuler à telle ou telle annonce. Voilà, ça peut être des relais, des intermédiaires pour accompagner au mieux vos futurs candidats. Ensuite, une fois qu'on a travaillé son image d'entreprise, le point suivant, c'est bien sûr un processus de recrutement adapté. Et alors là, on a lancé un sondage sur LinkedIn auprès de notre réseau, donc nos clients et les gens qui nous suivent sur ma page. Et on a posé la question plutôt à des candidats en leur disant: préférez-vous passer un test de personnalité ou envoyer une lettre de motivation quand vous postulez à une offre? Et alors là, la réponse fut sans appel, puisqu'on a eu plus de 550 participants. Et sur ces 550 participants, plus de 500 disent qu'ils préfèrent, lors d'une candidature, passer un test de personnalité. Alors après, il y a toute la partie verbatim qui est intéressante, où ils expliquent qu'ils se sentent plus valorisés. L'entreprise renvoie l'image d'une société qui fait attention à l'humain, que ça met en valeur les soft skills. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est au cœur des process de recrutement, valoriser les soft skills. Donc, ça renvoie, ne serait-ce que ce process renvoie déjà une image d'entreprise. Quand on comprend que plus de 90% des candidats préfèrent un test de personnalité à une lettre de motivation, on se rend bien compte qu'il y a une dimension humaine et personnelle qui est très importante et qui compte dans l'engagement. Souvent, en plus, quand on propose un test de personnalité, il y a des ATS qui le proposent, dont le Not Softy, naturellement. Mais quand on propose un test de personnalité, on a des RH qui peuvent être réticents à dire oui, mais ça va être plus long. Oui, mais enfin, le candidat, au final, c'est quand même bien à lui qu'on s'adresse, préfère être valorisé en passant un test de personnalité qu'une lettre de motivation. Les retours qu'on a sur ce sondage, sur les lettres de motivation, les candidats nous disent, mais aujourd'hui, une lettre de motivation, c'est quoi? C'est un copier-coller sur Internet. On sait qu'elles ne sont pas lues pour la plupart du temps. C'est tout sauf personnel. Donc, il n'y a pas d'intérêt de qui j'ai derrière cette candidature. Ce sondage qu'on a réalisé le mois dernier, il nous donne vraiment des clés sur bien comprendre ce qu'attendent les candidats aujourd'hui et se mettre en phase avec les possibilités qu'offrent de nouveaux vecteurs de recrutement et de nouveaux critères de sélection.
Mathilde vient nous lancer un sondage, parce que a priori c'est la matinée du sondage, pour savoir si vous seriez prêt à faire passer des tests de personnalité à vos candidats au lieu de demander une lettre de motivation. Parce que là, on vient de vous donner la version candidat. On voulait avoir leur vision expérience candidat pour la partager avec vous ce matin. Et vous, du côté recruteur, est-ce que vous seriez prêt à passer ce pas-là aussi, abandonner la lettre de motivation et s'orienter vers d'autres critères de sélection? On vous laisse 1 minute pour répondre. Aujourd'hui, ce qu'on peut aussi particulièrement souligner, c'est que on est dans une période de guerre des talents, de tension sur certains métiers. Donc, en gros, ce que candidat dit, c'est des choses, ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Aujourd'hui, les candidats sont plus enclins, effectivement, donc à passer un test de personnalité. C'est fini la période où c'était aux candidats de s'adapter et de se plier à l'entreprise. Aujourd'hui, sur des métiers notamment en tension, avec des difficultés de recrutement, c'est plutôt à l'entreprise de s'adapter à ce que souhaitent les candidats. Surtout qu'en plus, c'est pas une mauvaise chose. Les candidats, ce qu'ils souhaitent, c'est vous montrer qui ils sont, leur permettre d'être évalués sur d'autres critères qu'un simple CV, qui puisse être mis en avant, mais pour leur entièreté, pour tout ce qu'ils sont, pour leurs compétences, mais aussi pour leurs soft skills, pour leur savoir-être, etc. Donc, donnez-leur cette opportunité. Et aujourd'hui, en plus, faire passer des tests de personnalité, effectivement, avec des logiciels adaptés, c'est des choses qui peuvent être faites très rapidement. Et puis après, les candidats, s'ils ont une chance de se mettre en avant autrement, généralement, c'est une chance qu'ils vont saisir. Et puis, je réponds en amont à une des questions par rapport à l'honnêteté des réponses données aux tests de personnalité. Généralement, ils sont plutôt bien faits parce que quand on donne des réponses un petit peu incohérentes ou qu'on veut trop orienter ces réponses, les tests de personnalité le détectent, l'algorithme est en mesure de détecter plus ou moins et derrière, ça fait un résultat biaisé. Après, c'est peut-être aussi de la communication à avoir auprès de ces candidats en leur disant mais ça sert à rien d'essayer d'orienter le test de personnalité parce qu'au bout d'un moment, le décalage risque peut-être de se voir si on convoque la personne en entretien. Et puis, c'est dans leur intérêt. Donc ça, les candidats sont aussi en majeure partie en mesure de le comprendre et généralement, vu que c'est un peu innovant pour eux, ils se prêtent largement au jeu. Oui, il y a un côté ludique, en effet, Laurine, dans ce que tu dis, quand tu parles de jeu. Aujourd'hui, on sait qu'il faut des expériences candidats 100% digitales parce que depuis 2019, on a passé la moitié, plus de la moitié des candidats postulent sur mobile. Donc, passer un test sur son téléphone avec un petit QCM qui est facile, avec une expérience candidat et digital optimisé, et forcément ça renvoie à une société qui est humaine et moderne. D'ailleurs, de plus en plus de recruteurs utilisent aussi la vidéo. On parle des tests, mais si on parle d'expérience digitale, on peut parler de vidéo, entretien vidéo, CV vidéo, entretien live, entretien différé. Puis forcément, le confinement a accéléré la digitalisation des process de recrutement. On s'est rendu compte que le téléphone, c'est bien, qu'envoyer des lettres au courrier, ça se faisait de moins en moins, les adresses mail, on n'avait pas tous accès. Alors, en effet, avoir un ATS, avoir un système d'entretien visio, pouvoir faire passer des tests en ligne, ça permet de continuer à faire de la présélection et à avoir un process de recrutement dynamique, même dans la période dans laquelle on se situe actuellement. Donc, cette accélération de la digitalisation RH, elle fait du bien aussi parce que les candidats, ils trouvent quelque chose de favorable parce que plus de personnalisation et plus d'échanges avec les recruteurs. Donc, effectivement, on a évoqué plusieurs choses. L'idée, en fait, c'est toujours de s'adapter à ce que souhaitent les candidats et puis d'être en phase avec son temps. Et d'être en phase aussi avec les différentes périodes qui peuvent être parfois un peu plus compliquées. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un processus de recrutement adapté en toutes circonstances et à toute typologie de candidats? Eh bien, tout d'abord, on a un site carrière.
Aujourd'hui, le site carrière, en fait, ça doit être la seule interface de récupération de vos candidatures. Déjà, ça va vous permettre à vous, recruteurs, de plus facilement vous y retrouver et d'éviter d'avoir des candidatures un petit peu partout, hein, sur différents job boards, dans une boîte mail, dans des boîtes mail différentes aussi parfois dans les grosses entreprises en fonction des secteurs d'activité. Hein. Ça peut aussi arriver. Et bien sûr, en termes d'expérience candidat, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus fluide pour lui et il sait où postuler et il sait que sa candidature sera forcément prise en compte. Parce qu'effectivement, on peut douter si un candidat se promène et qu'il voit votre offre sur différents supports et qu'il voit qu'à chaque fois, il peut déposer sa candidature directement sur ce support. La question est concrètement, sur quel support dois-je postuler pour que ma candidature soit vraiment prise en compte? Donc là, de tout centraliser vers un site carrière, ça vous permet de fluidifier l'expérience du candidat. Et puis, sachez aussi qu'aujourd'hui, pour 60% des candidats, le site carrière représente la meilleure source d'information sur l'entreprise. Donc, donnez-leur cette opportunité, créez-vous un site carrière et renvoyez tous vos candidats vers celui-ci. En plus de ce que tu viens de dire, moi, j'y vois deux vertus aussi de carrière. La première, c'est les données. Aujourd'hui, on est aussi on le sait bien, hein, que le nerf de la guerre et la valeur des données est de plus en plus forte. Donc, un candidat qui va postuler sur un job board, je vous rappelle que c'est un candidat qui laisse ses données au job board. Vous n'avez pas les données en direct. Vous récupérez les données dans un job board. Ramener les candidats vers un site carrière, c'est détenir, gérer et pouvoir contrôler et suivre les données de vos candidats. Et puis, pour le candidat, toujours pareil, être chez le client, être chez l'entreprise recruteur, c'est pas la même expérience que de postuler sur un job board. On est déjà dans l'entreprise quand on est sur le site carrière, ce qui n'est pas le cas quand on est sur un job board. Et chaque candidat pourra témoigner en disant qu'ils n'ont pas la même perception quand ils postulent sur un job board ou directement sur un site carrière. Et justement, d'avoir un site carrière, ça permet d'adapter votre processus en fonction des différents supports. Donc, c'est-à-dire que vous avez la main en fait complètement sur l'expérience candidat. Donc, quand on dit adapter aux différents supports, déjà, on pense aussi tablette, mobile, PC. Hein. Voilà, que votre site carrière puisse s'adapter et que l'expérience puisse être fluide sur tous les supports pour que le candidat puisse facilement déposer sa candidature. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, 60% des candidats n'iront pas au bout de leur candidature s'ils rencontrent des obstacles techniques. Donc, typiquement, si vous n'avez pas trop la main, que vous diffusez sur des job boards qui ne sont pas très responsifs, pas très adaptés au mobile, ça peut être un frein. Donc là, dites-vous, d'avoir un site carrière, ça permet d'avoir la main sur le processus que vous proposez et puis de le modifier le cas échéant. Oui, et puis on parle aussi d'un process adapté, simple, adapté aux différents supports, mais on invite, et on ne le dira jamais assez, testez vos process de recrutement. Souvent, je challenge nos clients en disant « Ok, vous avez déposé l'annonce sur tel ou tel site d'emploi. Est-ce que vous avez vécu l'expérience candidat ?» Et en ne vivant pas l'expérience candidat, vous ne pouvez pas vous mettre dans la peau justement de ce candidat, par quelle étape il va passer. Certains job boards demandent des formulaires de 8 pages avant de s'inscrire, avant de pouvoir s'inscrire, avant de postuler. N'hésitez pas à vivre vous-même le process. Alors, si vous avez votre propre site carrière avec la possibilité d'adapter votre parcours candidat, c'est encore mieux, mais testez-le et faites-le tester par d'autres personnes. Interrogez en entretien vos candidats. Est-ce que vous avez eu des difficultés à postuler? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés techniques, des difficultés de compréhension? Est-ce que le process était trop long? Est-ce qu'il était compréhensible? Vraiment, il faut se mettre dans la peau du candidat parce qu'on a tendance à vouloir investir des milliers d'euros sur du visuel, sur de la vidéo, sur des annonces sur les job boards, mais sans pour autant se demander ce que vivent les candidats de l'autre côté. Et ça coûte rien, du temps, évidemment, mais c'est très important parce que ça permet de mieux comprendre ce qui marche et ce qui marche moins bien. Ce qu'il faut aussi, c'est relayer votre processus de recrutement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, 79% des candidats utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi.
Donc, pourquoi pas partager l'URL de votre site carrière, partager directement le lien de vos annonces sur vos pages de réseaux sociaux, donc sur vos pages LinkedIn, faire un post sur Facebook, communiquer ça sur Snap. Voilà, vous avez, en fonction de votre cible candidat, bien sûr, hein, mais aujourd'hui, relayer ces offres d'emploi sur ces pages de réseaux sociaux, c'est évidemment incontournable et bien sûr, on s'adapte en fonction de sa cible. Justement, donc, on s'adapte en fonction de sa cible. On adapte aussi, on personnalise aussi son parcours candidat en fonction des postes qu'on propose. Si effectivement, alors vous êtes sur une entreprise que dans l'ingénierie où vous recrutez que des cadres, que des consultants, etc. Ok, vous avez une typologie de candidat qui est souvent la même et du coup, vous avez un processus de recrutement qui est adapté à ce profil. Très bien. Mais dans la réalité d'une entreprise, c'est qu'on recrute jamais les mêmes profils. Ça arrive que voilà, on ait des typologies différentes. Il suffit qu'on soit dans l'industrie, on va recruter effectivement de la fonction support, mais aussi pourquoi pas des cadres, et puis des opérationnels, des profils à la production, à la technique, la logistique, etc. On recrute pas un cadre comme un opérationnel. Donc, forcément, il faut qu'on s'adapte sur les différents supports. Comme on adapte sa communication, on adapte aussi le parcours du candidat et les éléments notamment qu'on va demander à ces différentes typologies de candidats. On adapte les éléments qu'on va demander. En effet, le parcours, est-ce que je demande un test de personnalité? Est-ce que je demande une lettre de motivation? Là, tout à l'heure, on a fait un global. Mais si on recrute un cadre ou si on recrute un ouvrier, on n'aura pas les mêmes attentes, donc on n'aura pas le même parcours candidat. Cependant, ce qu'on préconise et ce qui se fait de plus en plus pour rebondir sur la première partie de tester l'expérience candidat, c'est de créer des personas. Vous dire, voilà, aujourd'hui, je recrute un community manager. Un community manager, en gros, il va avoir quel âge? Il va avoir quel type de formation? Donc, où est-ce qu'il va surfer pour chercher un job? Forcément, un community manager, il n'ira pas sur les mêmes sites que quelqu'un qui est ingénieur dans l'aéronautique. Non, parce qu'ils n'ont pas le même type de réseau, de communication, de support. Donc, créer des personas, dites-vous, sans vouloir faire rentrer les gens dans des cases, mais dites-vous, le candidat que je recherche, c'est à peu près ce profil. Ce profil, quelles sont ses habitudes? Où est-ce que je vais pouvoir le trouver? Vous savez qu'on trouve aujourd'hui… Vous avez encore… Je rafraîchis la page. Non, tu étais toujours avec nous, Marion. Marion? Ah non, visiblement, on a perdu Marion. Oui, je pense qu'on a un petit problème technique avec Marion. Oui. Oui, elle a perdu sa connexion Internet. Je pense qu'elle va bientôt nous retrouver. Et oui. Non, elle va nous retrouver. Je pense qu'elle a un petit souci de connexion. Et puis sinon, je reprendrai sur la fin. Mais pas d'inquiétude, on va pouvoir poursuivre ce webinaire. Alors, je suis désolée. Je suis revenue. Excusez-moi pour la disparition.
intempestive. Okay. Mais bon, non, mais j'ai une coupure d'internet, voilà. Donc, non, mais la preuve que tout le monde suit, car tout le monde s'est demandé où est-ce que tu étais. Bah, bon, tant mieux. Si vous êtes rendu compte de ma disparition, c'est déjà une bonne chose, c'est rassurant. Non, juste, je veux dire un dernier mot sur les personas. Les personas, on en parle beaucoup en marketing. On crée un produit, on crée un service, on travaille sa cible, à qui on s'adresse, comment on va les toucher. On travaille ça. Faites la même chose de manière globale avec vos candidats. C'est pas parce que vous adorez aller sur LinkedIn que vos candidats vont se trouver sur LinkedIn. Vraiment, centrez-vous et pensez à votre cible avant de penser à vos réflexes. Challengez aussi les candidats que vous voyez. Où est-ce qu'ils ont vu votre annonce? Si vous recrutez des développeurs informatiques, par exemple, demandez-leur, vous allez sur quel forum? Où est-ce que vous trouvez vos offres d'emploi? On sait que de plus en plus de profils IT sont recrutés sur des forums. Ça veut dire que les recruteurs vont là où se situent. Marion? Bon, je crois que la pause café va être de plus en plus longue. Oui, on va dire ça. Voilà, on va dire que c'est une petite pause café. Voilà. Mais non, toutes nos excuses pour les petits soucis techniques. Visiblement, Marion a des soucis avec son PC, avec la connexion qui se coupe régulièrement. J'espère qu'on va pouvoir arriver au bout de ce webinaire. Bon, la prochaine fois, je reviens pas parce qu'à un moment donné, non, je vais pas chercher mon café pour rebondir sur vos commentaires, mais voilà. Bon, c'est comme ça. J'ai les coupures de réseau, donc je vais essayer quand même de terminer sur les personas. La cible, c'est vraiment le cœur même de votre process. Je recrute. Quel type de poste? Quelle est ma persona que j'ai derrière? Quelle est la cible? Où est-ce que je vais le trouver? Est-ce que je vais le trouver sur des forums? Sur les réseaux sociaux? Quel type de réseaux sociaux? Laurine parlait tout à l'heure de Snapchat, mais en effet, Snapchat, Instagram, ce sont de super réseaux pour toucher une certaine typologie de candidats. Aujourd'hui, on sait que McDo recrute sur TikTok. Donc, si là, ils sont vraiment dans le persona, ils sont vraiment dans l'adaptation de leur processus selon leur cible. Donc, réfléchissez à chaque fois que vous publiez une annonce, quelle est ma cible? Et on adapte à chaque fois selon l'offre d'emploi. On ne cherche pas à faire une procédure comme on voyait il y a quelques temps. Ma procédure de recrutement, c'est de publier sur l'APEX, c'est de publier sur tel support, de rédiger mon annonce sous tel format. Non, parce que selon le poste, on n'est pas sur le même process. J'en ai terminé, j'espère que je ne serai pas coupée, mais au moins, j'ai pu terminer mon exposé, j'en suis bien contente. Bon, on espère que tu vas pouvoir rester avec nous pour la prochaine partie. Tout d'abord, en fait, en dernier point, et il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus, c'est une communication et un suivi efficace. Donc là, encore une fois, des chiffres assez édifiants. 60% des candidats disent qu'une meilleure communication avant, pendant et après le processus de recrutement est ce dont ils ont le plus besoin. Pendant ce temps, 55% des employeurs pensent que les candidats veulent surtout un meilleur processus de candidature en ligne. Là, on assiste vraiment à un décalage entre les attentes des candidats et la perception des recruteurs. On l'a vu au tout début dans l'état des lieux, mais là, il est encore plus renforcé sur la communication. Les candidats, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on échange avec eux. Pendant ce temps-là, les recruteurs, eux, pensent que non, c'est juste l'expérience digitale qui compte. Non, bien sûr, c'est un ensemble. L'expérience candidat, le digital, ça va compter. Mais
ce qu'ils recherchent aujourd'hui et surtout en cette période, c'est de la communication, de l'authenticité, de l'échange. Ce décalage, en plus, il va être renforcé par un manque de confiance des candidats envers le processus de recrutement des entreprises. Car aujourd'hui, en fait, 85% des candidats pensent qu'aucun être humain n'a pris le temps de lire leur candidature. Vous voyez sur des sources de la super agence et c'est des chiffres qui font peur, qui sont inquiétants parce qu'aujourd'hui, 85% des candidats pensent que personne n'a pris le temps de lire leur candidature. Donc là, c'est quand même un constat qui est assez dramatique et il faut remédier à ça et il faut remettre la communication au cœur du processus de recrutement. Alors, c'est super d'avoir un beau site carrière, de travailler sa marque employeur, de faire de la vidéo. C'est hyper important aujourd'hui. Mais si de base, on n'a pas un processus de communication, d'échange avec ses candidats qui est fluide, transparent et optimisé, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Donc, par rapport à ces chiffres-là, un dernier sondage, promis après, on ne vous embête plus. Donc aujourd'hui, est-ce que vous parvenez à faire un retour à l'ensemble de vos candidats, y compris ceux que vous ne retenez pas? Voilà. Est-ce que aujourd'hui, ça fait partie des choses que vous avez mis en place et que vous parvenez à faire ou pas? On a conscience, bien sûr, que ça prend du temps pour les recruteurs, mais aujourd'hui, quand même, c'est une des clés de l'expérience candidat. Donc, on a vu ces chiffres dramatiques. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour bien communiquer avec ces candidats et pour remédier à ces problématiques? Eh bien, tout d'abord, l'intégration d'un ATS. L'intégration d'un ATS, ça va permettre différentes choses. En plus de pouvoir gérer sa communication candidat, la centraliser, créer des annonces, les multiposter et pouvoir analyser ces candidatures, ça va aussi permettre aux recruteurs de pouvoir avoir des statistiques, de pouvoir avoir un reporting. C'est pareil, quand on n'a pas d'outils, on se dit tiens, j'ai mis mon annonce là, j'ai eu beaucoup de candidats, mais d'où viennent mes candidats? Quels sont les sites qui marchent bien? Voilà, le fait de digitaliser aujourd'hui un maximum son process, qui dit digitalisation dit traitement des données, donc analyse des données, ce qui permet souvent d'augmenter la qualité de vos process, mieux vous analysez, mieux vous comprenez ce qui se passe derrière pour vos candidats. Et en plus de ça, bien sûr, ça vous facilite la gestion des candidatures et optimise bien sûr votre suivi. Vous savez concrètement où est-ce que vous en êtes. Deuxième point, communication mail ou SMS. Donc, pouvoir communiquer de façon, pourquoi pas, automatisée à vos candidats. Il faut quand même pouvoir que ça puisse se personnaliser, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de les informer sur votre processus, savoir où vous en êtes, si vous avez pris du retard dans le traitement des candidatures. Mais ça coûte rien de faire un petit mail groupé, de dire bonjour, le traitement des candidatures est bien en cours chez nous, soyez rassurés. Ça a pris juste un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il s'est passé ça. Voilà, il y a eu tel et tel incident chez nous. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir être transparent et puis de pouvoir communiquer très facilement. Oui, alors être transparent et communiquer facilement, c'est aussi éviter les réponses tardives. Je prends un exemple. On a un client qui nous expliquait que il ouvrait un projet de recrutement, donc il recrute souvent des commerciaux. Il ouvrait un projet de recrutement tous les 3 mois ou tous les 4 mois pour avoir des candidatures. Au bout de 4-5 mois, il répond à tout le monde. Mais c'est pire que tout. C'est pire que tout. Envoyer un mail impersonnel à un candidat qui a postulé 5 mois avant dans votre entreprise, qui n'avait jamais une nouvelle, voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai trouvé que c'était un bon exemple quand il m'a expliqué son process. Donc voilà, essayez d'adapter les réponses. Si un candidat a postulé à une offre, si un candidat a fait une candidature spontanée, si un candidat est arrivé par la cooptation, on adapte sa réponse parce que c'est pas le même type de candidature. Ensuite, un suivi et un accompagnement aux différentes étapes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut informer et envoyer un mail, un SMS, faire une communication à vos candidats. Ça peut être automatisé, bien sûr, aussi avec différents outils. Mais l'idée, en fait, c'est que dès que le candidat passe une nouvelle étape du processus, c'est de communiquer avec lui et de lui dire, félicitations, vous avez passé l'étape de notre processus. Votre candidature a été présélectionnée par le manager. Vous aurez de ces nouvelles prochainement. Il va vous rappeler courant de la semaine
pour un échange téléphonique. Voilà, l'idée, en fait, c'est pas que le candidat attende que, oh, surprise, on m'appelle ou, oh, surprise, ben non, ça fait 2 mois que j'attends. Voilà, l'idée, en fait, c'est que en fonction des étapes que passe le candidat, mais qu'il puisse y avoir une petite communication qui puisse partir automatiquement. Et félicitations, vous avez passé l'étape suivante de notre process. Rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien téléphonique. Voilà, vous l'accompagnez, vous le suivez tout au long de votre processus et il n'attend pas que, aux surprises, on daigne le recontacter peut-être un peu tardivement alors que son profil a été sélectionné. Ça lui donne déjà des premières informations. Le retour personnalisé, ça me permet de répondre à Nada qui dit est-ce que vous préconisez un retour personnalisé à tout le monde? On est là pour être des puristes du recrutement et expliquer un petit peu ce qu'on préconise, mais il faut être réaliste 3 secondes aussi. On va pas faire un mail personnalisé à chaque candidat. On va pas prendre son téléphone à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle candidature dans son ATS ou sur sa boîte mail. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir soit un outil, soit un process qui vous permet d'adapter, ne serait-ce qu'en mettant le nom, le prénom de la personne. Aujourd'hui, il y a des outils qui le font très bien. De se dire, c'est une candidature spontanée, mon message n'est pas le même. J'ai reçu la personne en entretien, je ne fais pas la même réponse qu'un candidat que je n'ai pas reçu. J'ai eu la personne en entretien visio, je personnalise aussi. C'est peut-être plus la forme, le modèle, la typologie de la réponse plus que est-ce que je vais prendre mon téléphone ou est-ce que je vais taper moi-même un mail. Non, on sait que c'est pas possible. Hormis pour peut-être les 3 candidats, ce qu'on appelle les shortlists, les candidats qui n'ont pas été retenus et qu'on a reçus, qui sont allés très loin dans le process. Moi, je trouve que prendre son téléphone et leur dire, bah voilà, on s'est vu 3 fois. Au final, on a retenu un autre candidat. Je trouve ça plus classe de prendre son téléphone sur une shortlist que de renvoyer un mail. Merci pour tout. Après, ça dépend du temps, ça dépend des processus et des valeurs de l'entreprise. Mais bien sûr qu'on sait très bien qu'on ne va pas faire que du sur-mesure. Mais on peut créer des chemins, c'est-à-dire faire rentrer le candidat dans un process de recrutement avec une automatisation qui sera pour autant existante. C'est ça. Le rejet après un entretien, effectivement, comme tu le disais, n'est pas le même qu'un rejet après juste consultation du CV. L'idée, c'est de toujours pouvoir s'adapter, mais aujourd'hui, c'est incontournable. Il faut faire un retour. Quand 60% des candidats ne reçoivent jamais de réponse suite à une candidature, on se dit que en automatisant ça, ça peut être des choses qui peuvent être faites très simplement. Pourquoi pas aussi sur les candidats en shortlist ou reçus en entretien, que vous puissiez, alors peut-être pas les contacter si vous n'avez pas forcément le temps, mais leur laisser la chance de vous contacter pour avoir un retour et savoir pourquoi ils n'ont pas été retenus. Typiquement, vous faites un modèle de mail rejet après entretien, par exemple, qu'on automatise. Et ce mail de rejet, il peut très bien dedans indiquer votre numéro de téléphone pour qu'il puisse vous recontacter s'il le souhaite, pour avoir des informations complémentaires et savoir pourquoi, pour quelles raisons il n'a pas été retenu. Si vous n'avez pas le temps de téléphoner, laissez-leur au moins la chance de vous contacter s'ils le souhaitent pour avoir un retour. Et eux, derrière, ça les fait avancer aussi. Donc voilà, l'idée, c'est vous personnaliser en fonction des étapes et des moments auxquels vous avez rejeté vos candidatures. Et puis, après, donnez-leur la chance d'échanger en direct avec vous sur ces sujets. Le dernier point, c'est bien sûr un onboarding soigné. Voilà, votre processus d'intégration, il doit aussi être travaillé parce que c'est les premiers pas du candidat dans votre entreprise. Donc là, on parle même plus d'expérience candidat, on parle d'expérience collaborateur. Et ça commence dès le moment où on lui annonce qu'il a été recruté. Voilà, il faut investir. J'aimerais bien qu'on organise le RIN, ça me fait penser, devant témoin, mais qu'on travaille aussi ce sujet de onboarding sur un webinaire, parce que c'est vraiment un sujet qui est important et qui est une clé, parce qu'on parle souvent beaucoup du recrutement. Après, de la QVT, on parle de l'expérience salariée, mais au milieu, il y a ces 6 mois, on dit que ça dure à peu près 6 mois, le onboarding, et on sait qu'il y a 80% des salariés qui prennent la décision sur ces 6 mois de rester ou non dans l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur le onboarding.
On voit trop d'entreprises qui investissent beaucoup maintenant sur la marque employeur, sur le recrutement. Et des fois, malheureusement, ça fait flop au bout de 15 jours. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Dites-nous si ça vous intéresse, mais on va peut-être travailler un sujet onboarding sur les prochaines semaines. Et du coup, on a fait le tour. On a fait le tour de ce qu'on voulait vous dire ce matin. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais voilà, on passe toujours un bon moment avec vous. Surtout, vous avez pas mal de questions, donc c'est toujours bien de pouvoir y répondre. Donc, pour vous faire un récap, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un processus de recrutement efficace et attractif? Tout d'abord, on soigne du coup l'image de son entreprise. On vise à être, on tente d'être pertinent un maximum par rapport à sa cible candidat. Ensuite, en deuxième étape, on adapte son processus en fonction de ses personas candidats. On vérifie que son processus il est bien fluide et cohérent. Et puis, enfin, la communication et un suivi efficace. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est même ce par quoi il faudrait commencer pour ensuite, derrière, développer les deux autres points. La communication, vraiment, je me permets d'appuyer dessus car c'est vraiment ce qu'attendent en fait les candidats de la part des entreprises aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous faire un petit récap des sondages. La première question qu'on vous a posée, c'était seriez-vous prêt à faire passer des tests de personnalité à vos candidats au lieu de demander une lettre de motivation? Et là, on a 78% des participants de ce matin qui nous disent oui. Et tant mieux. Donc, pas autant que les candidats, mais puisque les candidats étaient à 92%, mais 78% des recruteurs nous disent qu'ils seraient prêts aujourd'hui à passer le cap de demander un test de personnalité plus qu'une lettre de motivation. On avait aussi posé une question, avez-vous déjà travaillé l'expérience de vos candidats? Donc, l'expérience candidat. 60% nous disent oui. Après, si vous êtes là ce matin, on imagine qu'on a les bons élèves et des gens qui sont intéressés sur l'expérience candidat et sur les process de recrutement. Donc, voilà, plus de 60% ont déjà travaillé l'expérience des candidats. J'en profite pour dire qu'il y en a 40 qui, a priori, ne l'ont pas fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de progresser et de vous accompagner. Parvenez-vous à faire un retour à l'ensemble de vos candidats, y compris ceux que vous ne retenez pas? Et là, Laurine, tu ne vas pas être contente. 41% de nos super recruteurs ou dirigeants de ce matin nous disent qu'ils ne font pas tous toujours un retour à tous les candidats. Bon. Alors, si j'étais une vraie commerciale, je vous dirais c'est parce que vous n'avez pas le bon outil de recrutement, mais je suis pas là pour faire ça, à bon entendeur. Et puis, le sujet du sujet du webinaire sur le onboarding, 80% sont intéressés. Donc, on a notre prochain sujet et ça, c'est top de pouvoir le travailler avec vous. Marie Barrière nous demande si le replay va être disponible. Vous êtes inscrit, donc dans moins d'une heure sur votre boîte mail, vous aurez le replay. Et n'hésitez pas, en effet, à transférer le mail du replay à vos collègues ou à des gens de votre réseau qui pourraient être intéressés par le sujet de ce matin et qui n'ont pas pu être en direct. On a ensuite une question de Marine. Alors, cela concerne-t-il un mail d'accusé de réception de candidature et d'études ouvrées sous 2 semaines? Alors, je pense qu'on parle de la communication mail et des mails personnalisés. Alors, effectivement, de faire un mail d'accusé de réception de candidature, c'est bien, c'est un début. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant parce que le candidat, il le sait que ça, c'est un mail automatique. Et aujourd'hui, le mail traditionnel de « on a bien reçu votre candidature et si sous 3 semaines, vous n'avez pas de retour de notre part, veuillez considérer votre candidature comme rejetée ». Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour le candidat. Il a besoin de savoir pourquoi, savoir à quelle étape il a été rejeté. Voilà, l'idée, en fait, c'est déjà de mettre en place cet accusé de réception. Effectivement, c'est une bonne chose pour dire au candidat, on a bien reçu votre candidature, c'est en cours de traitement, c'est dans les tuyaux chez nous. Mais après, si vous ne retenez pas ce candidat, il faut quand même lui faire un mail. Et aujourd'hui, en fait, avec des outils logiciels de recrutement, c'est des choses qui peuvent être automatisées très facilement et vous êtes sûr, en fait, de faire un retour rapidement à vos candidats et de ne pas attendre 6 mois et de vous dire, mince, j'ai oublié de clôturer mes offres.
est-ce qu'il faut que je fasse un mail à mes candidats? Est-ce que je le fais ou pas parce que ça fait 6 mois? Là, avec les outils, vous rejetez votre candidature, vous le signalez et en fait, c'est un mail automatiquement qui part, qui peut se personnaliser automatiquement aussi en récupérant le nom, prénom du candidat si vous voulez pas aller plus loin. Et puis voilà, mais ça vous permet au moins de faire pas juste un accusé, mais d'avoir que le candidat ait un retour concret sur la situation de sa candidature. Merci à tous. Je vois les premières personnes qui partent. On a passé un bon moment avec vous. On vous donne rendez-vous pour le onboarding. On a noté votre intérêt. Les résultats des sondages, on les mettra sur LinkedIn aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, Laurine Jandot, Marion Pajot ou Softy. Et puis, pour tout le volet, naturellement, ATS, logiciel de recrutement, site carrière, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On peut faire aussi, un rendez-vous en one-to-one, comme on dit, pour avoir une démarche un peu plus personnalisée. Donc, on est à votre disposition. Et puis, merci d'être aussi nombreux présents à nos webinars. Ça nous fait chaud au cœur et ça nous donne envie de continuer avec vous. Donc, une très bonne journée et à bientôt. À très bientôt.